click, click. This is your Kodak moment. Lillard, long range three. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour parler basket et cette fois-ci, on va parler des New York Knicks. C'est parti pour le premier focus qu'on va faire cette saison. Vous avez l'habitude, on en fait assez régulièrement sur les différentes équipes. Et là, on va se faire un premier focus sur les Knicks qui ont quand même grandement bougé durant l'intersaison et on était intéressés pour voir un peu ce que ça donne sur ces 10, 15 premiers matchs. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle des Knicks, je pense que c'est le cas à chaque fois qu'on parle des Knicks, Ben, on est tous les deux pour pouvoir les évoquer. Comment vas-tu? Hello, hello. Bah ça va. Et ouais, je pense que on a fait beaucoup d'émissions sur les Knicks et j'ai dû être là sur beaucoup de cas, quoi. On a beaucoup traité les Knicks parce que c'est vrai, depuis qu'on a lancé le podcast, il y a eu un nombre de changements dans l'effectif qui est un peu incalculable. Et donc, on a beaucoup eu l'occasion d'en parler. Et là, c'est une nouvelle fois une belle, un bon moment pour évoquer la franchise. Avec chaque fois en plus en début de saison, un contexte où, il y a des choses à voir effectivement comme tu dis, il y a des choses qui ont bougé et là c'est quand même, le cas presque encore plus que l'année dernière. Je sais pas si c'est encore plus que l'année dernière parce que l'année dernière il y avait quand même 2 changements majeurs dans le roster avec, l'arrivée de Bridges et Karl Anthony Towns. Mais là vous avez eu un été qui était quand même assez mouvementé, et qui a amené notamment à changer de coach et c'est ce qu'on va regarder là du coup durant l'épisode. L'objectif, de l'épisode, c'est qu'on puisse, échanger autour de ce qui se passe sur ce début de saison. On reviendra, je pense, un peu rapidement sur l'été parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas fait d'épisode, cet été sur les Knicks donc pour être sûr un peu d'être au clair sur ce qui s'est passé et sur pourquoi il y a eu ces changements et après on va essayer d'aller dans le cœur du jeu, comprendre un peu ce qui a changé notamment avec, ce mouvement de coach en attaque, en défense, les différentes utilisations et puis je pense qu'on va réussir à faire un épisode sympa Ben, autour de ça. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre, un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité et puis, Ben, je te propose qu'on commence avec, le premier point. On s'est dit que c'était peut-être important de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet été. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grands mouvements de l'été? Ouais, alors, en fait, ce que je disais précédemment sur les Knicks et sur le fait que ça bouge beaucoup, hem on va dire l'année et demie précédente, les 2 ans précédents, il y a eu beaucoup de mouvements d'effectifs. Donc, bon, vous l'avez un peu tous suivi, mais l'arrivée d'abord dans un premier temps de Anunoby, c'était Barrett et Quickley. Puis, l'été suivant, Bridges contre la moitié de nos tours de draft sur les 3 prochaines décennies. Puis l'arrivée de Towns contre DiVincenzo et Rundle. Donc il y a eu un peu un gros mouvement, une nouvelle structuration d'effectifs. Et l'année passée, comme vous l'avez suivi, c'était Thibodeau qui coachait avec un peu des méthodes qui fonctionnaient, mais un peu caricaturales. Et cet été, après cette intersaison, après la défaite contre les Pacers en finale de conf, le front office a décidé de licencier Thibodeau. Et là, il y a eu un peu un imbroglio pendant quelques semaines où personne ne savait qui allait être le coach. Il y a eu plein de noms qui sont revenus, des coachs qui ont été un peu, comment dire, contactés dans des différents front office. Je crois qu'il y avait, par exemple, Udoka qui avait été évoqué. Enfin, il y a pas mal de coachs et forcément les front office en face, ils disent: «Bah, on vous libère pas notre coach, comme ça». Donc les Knicks, ils ont un peu cherché, ils ont entamé la free agency, sans coach, ce qui est quand même un bourbier un peu problématique. On reviendra dessus un peu plus tard. Et finalement, au milieu de l'été, alors je sais plus c'était quand exactement, il y a Mike Brown qui a été annoncé comme étant le nouveau head coach. Mike Brown qui s'était fait licencier de Sacramento quelques mois auparavant, après avoir ramené Sacramento en playoff en 2022, je crois, 2023, et avoir diffusé une attaque très très fonctionnelle au vu du collectif qu'il avait, mais avec l'arrivée de DeRozan et un peu le fait que Fox ait envie de partir, il y avait un peu une cassure avec le vestiaire, ce qui a conduit à son licenciement. Et comme vous pouvez le voir actuellement, c'est pas le nouveau coach qui améliore la situation aux Kings. Donc, On donc rappelle que voilà un c'était peu.
On rappelle que c'était la meilleure attaque, de la Ligue, à Ouais, ce en moment-là, 2023, ouais, ouais. Sacramento quand il Et lui il était coach retrouve de les l'année, playoffs. ouais. Et lui, effectivement, il est coach de l'année. C'est un coach un peu particulier, Mike Brown, parce qu'on se rappelle, c'était le premier gros coach de LeBron James, Ouais, qui avait notamment des concepts défensifs très forts et qui a beaucoup bougé en allant aux Warriors, parce que c'était l'assistant coach, assistant de il me Steve semble, Kerr, ouais. assistant coach Ouais, défensif des Warriors. Et on sent qu'il a récupéré beaucoup de concepts offensifs des Warriors et probablement que ce changement de coach était aussi pour changer d'identité de jeu, complètement, ouais. considérant qu'on était arrivé au bout d'un cycle de ce qu'on pouvait faire avec Tom Thibodeau, même si on va revenir dessus. Je pense qu'il y a aussi la question des gestions des temps de jeu qui pose beaucoup questions autour de Thibodeau, notamment dans une NBA qui va toujours plus vite, qui est toujours plus intense. Et on voit en fait que les effectifs deep, ils réussissent pour le coup à aller loin en playoff, n'est-ce pas, avec Indiana notamment, Ouais, qui est allé très très loin comme ça. Mais ceci étant, aussi OKC, qui a fonctionné bien sur le même sûr. principe. Et donc, changement de coach à l'été, effectivement, une free agency qui est menée difficilement. On a notamment l'arrivée de Yabusele alors que le coach n'est pas défini et on commence à ressentir un peu. Moi, ce que j'aime bien avec Mike Brown, c'est que c'est un coach. Moi, je trouve, tu vois, quand il y a pas tant de coachs que ça qui coachent pendant 20 ans et qui changent de style de jeu à chaque fois. Mmh. Ce qui, moi, m'indique plutôt que lui et son coaching staff qui vient avec lui sont plutôt des environnements où on est capable de s'adapter en fait à l'évolution de la ligue. Et d'ailleurs, on va revenir dessus, mais le style de jeu des Knicks est hyper moderne en fait, Ouais, ouais. en comparaison de ce qu'ils pouvaient avoir avant, qui est, je sais pas si tu es d'accord, mais le style de Thibodeau, il est peut-être un peu plus Un peu conservateur old pour le coup. school, ouais, ouais, je suis je Ouais, un suis peu je suis plus old d'accord. school, ouais. Mais, même ce qui est très intéressant avec, Mike Brown, c'est que, hem en fait, il y a moi, quand j'ai commencé à suivre le basket, on va dire, sur la première moitié de la enfin, entre, on va dire, 2012, 2013, 2014, Mike Brown, c'était un peu un coach moqué. Tout le monde se foutait de sa Ouais. gueule parce que, quand c'était, le 1er coach, comme tu as dit, des Cavs, bah, c'était pas le mec, le plus inspiré, c'était un peu tout dans les mains de LeBron et on verra où ça nous amène. Et comme tu l'as dit, il a pris le temps, il a redescendu d'un cran, il est redevenu assistant coach peut-être de la meilleure équipe, de l'histoire. Il a appris avec des joueurs de qualité et quand il est revenu au coaching, il avait complètement bouleversé sa façon de coacher et tu te retrouves, comme tu l'as dit, avec un coach, maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé à coacher en NBA, mais au moins une vingtaine d'années. Bah, c'est un mec qui est toujours actuel, quoi. Là où c'est pas le cas de tous et notamment de son prédécesseur, Thibodeau, quoi. Oui, mais même si ceci étant, Thibodeau est quand même un coach qui Enfin, a qui a une tenu grande longtemps. qualité, oui, oui. Ouais, et d'ailleurs, il a commencé à être assistant coach en 97 à Washington et après il a fait un long passage aux Spurs où il était assistant aux Spurs avant de prendre le poste aux Cavs. OK. Il fait 2 passages aux Cavs, un passage à LA. Il y a ce passage en assistant très, très structurant et très long d'ailleurs aux Warriors. Et ensuite, Kings et Sacramento, Kings pardon, et donc Knicks. Et donc on arrive dans ce nouveau contexte, avec cette nouvelle équipe. C'est quand même un pari risqué parce que tout Thibodeau qu'il est et tous les reproches qu'on peut faire à Thibodeau, n'en reste que c'est un coach qui a mené l'équipe à la 3e place de la conférence Est, l'année dernière, Ouais, 2e heu l'année d'avant. et 2e l'année d'avant. Donc c'est quand même quelque chose qui était assez fonctionnel autour d'un jeu, on reviendra dessus sur l'attaque, mais moi je trouve quand même très, très héliocentrique. C'est-à-dire c'est Ouais. vraiment un style de jeu où on met énormément la balle dans la main des stars et où finalement on a un peu ce concept de vrai role player, autour des stars. Ce qui est un concept qui est en train de disparaître quand même un peu en NBA, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure du temps. Et on arrive avec Mike Brown. Ce qu'on s'est dit, Ben, alors peut-être juste avant pour juste rappeler le bilan de l'équipe. Donc là, pour l'instant, les Knicks sont 2e de la conférence Est. En moment où on enregistre, ils sont à 8-4, donc on enregistre le dimanche, le podcast va apparaître le mercredi. Notamment, ils ont joué 9 matchs à domicile, ce qui est quand même énorme. Le bilan est peut-être un peu trompeur. Ils sont en 8-1 à domicile et 3 matchs à l'extérieur où ils sont en 0-3, avec 3 défaites contre Orlando, Milwaukee, les Bulls et Miami. Le style de jeu a fondamentalement changé et le but du podcast, c'est surtout qu'on revienne sur ce style de jeu. Ben, on va faire plus ou moins le ping-pong qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que tour à tour, on va aborder un point qui nous paraît important, même si on va structurer ça autour de l'attaque et de la défense. Mais avant ça, Ben, on s'était dit que ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'entendre aussi un peu parler de la question de la gestion de l'effectif. Parce que là, pour le coup, Thibodeau, il a des marqueurs qui sont très très forts là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faut regarder à ce niveau-là? Ouais, alors pour moi, l'une des au-delà de la question du le pourcentage de réussite au shoot, du nombre de drives, de comment dire, combien de tirs à 3 points tu prends et cetera. L'une des stats
les plus essentiels de Mike Brown sur ce début de saison, c'est que le temps de jeu des starters sont passés de 35,7 minutes à 30,9. Tu as moins 4 et quelques minutes par match pour les starters. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que j'ai pas la liste sous les yeux, mais l'année passée, dans le top 10 des joueurs les plus utilisés de toute la ligue, tu avais Hart, Anunoby et Michael Bridges, à peu près. Et donc là, tu te retrouves avec des joueurs, j'ai regardé il y a quelques jours, j'ai pas le détail, mais par exemple, Bridges et Anunoby, ils s'étaient passés de top 3 des joueurs utilisés à 20e, 25e, un truc comme ça, quoi. Donc en fait, tu as une vraie ouverture sur le banc. Mike Brown compte sur beaucoup de joueurs, on utilise beaucoup. Alors il y a des matchs où tu te retrouves avec une rotation de 8-9 qui commence à se stabiliser, mais au début de la saison, tu avais des jeunes, des sophomores qui étaient utilisés, que ce soit Tyler Kolek, que ce soit Hugh Porty, Gershon était plus utilisé, tu as la rotation qui a été approfondie avec Shamet, Clarkson, tu as la question, est-ce que tu pars avec directement 5 out avec Towns ou est-ce que tu mets Mitchell Robinson à côté et donc tu mets Josh Hart sur le banc? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Il est en train de trancher petit à petit, mais ce qu'on voit, c'est que maintenant, tu as une rotation à 9 ou 10 sur tous les matchs, quoi. Et ça, c'était pas du tout le cas avant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi, c'est que là-dedans, quand tu regardes dans le détail, tu as certains joueurs qui sont des joueurs quand même assez fragiles, qui effectivement ont des temps de jeu qui sont un peu plus raisonnables. Tu vois, Gene Anunoby, on a 31 minutes de temps de jeu par match. Mitchell Robinson, qui est quand même assez central dans le projet d'Enix, Ouais, notamment parce qu'on voit que Mike Brown, quand Mitchell Robinson est disponible, il est il systématiquement titularise. starter. Ouais, bien sûr. Ouais, donc le but, c'est vraiment de remettre 4 dans un rôle de poste 4. Ce qui est un gros changement par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, tout le jeu était construit autour justement de 4 en poste 5. Bah, Mitchell Robinson, il joue que 16 minutes par match. Ces joueurs qui ont une tendance à la blessure et en tout cas à fatiguer leur corps, et là, pour le coup, ils ont une utilisation qui est beaucoup plus raisonnée. On rappelle, pour le coup, Thibodeau, c'est le spectre inverse. C'est la Mm. surutilisation des joueurs, qui est un élément très positif, c'est la mise en confiance. C'est souvent, on a 5-6 joueurs qui ont un très haut niveau de confiance, et on en a beaucoup parlé tous les deux. C'est vrai qu'il faut reconnaître à Thibodeau cette particularité, c'est que les joueurs donnent souvent leur meilleur, en fait. Il y a souvent 5-6 joueurs qui ont leur meilleure version avec Thibodeau, parce qu'il y a une capacité à donner de la confiance qui est très, très importante et à donner du rythme. Mais effectivement, la contrepartie, c'est la partie blessure. La partie blessure et la partie probablement aussi pace, dans une NBA qui va beaucoup plus vite qu'avant. Il me semble que l'année dernière, vous étiez, je m'étais noté, je vais peut-être le retrouver à un moment donné, mais il me semble que vous étiez 29e ou Ouais. 30e en Ouais, pace. je Ou l'ai. 20. Enfin, Laisse-moi juste 2 secondes, mais et ben, je te laisse le retrouver. Et je crois que vous êtes un peu augmenté d'ailleurs, vous êtes passé autour de la 20e place. Donc vous allez on, quand même un peu plus vite. on est passé Euh, de 96,5 à 100,4. Ouais, donc là, pour Donc le coup, c'est une quasiment grosse, 4 ouais, points de pacer en plus. ce qui est une grosse augmentation pour le Ouais. coup. Hem Et donc, effectivement, ça permet ces éléments-là. Donc, premier élément structurant, effectivement, la gestion autour du roster. On a commencé à l'esquisser. Peut-être que le deuxième élément important sur la gestion de l'équipe, tu as commencé à le dire, mais c'est effectivement le passage de Karl Anthony Towns en 4, Ouais. pour le coup, et l'idée plutôt d'avoir plutôt Mitchell Robinson en 5 et Porty, quand il est disponible, pour le coup. Ouais, alors, moi je trouve que ça, enfin oui, c'est l'élément structurant au début du match, Ouais. mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Thibodeau, lui, il a quasiment jamais fait jouer la line-up Brunson, McBride, Anunoby, Towns et Michael Bridges, qui est le 5 out ultime en fait. Tu peux pas faire plus 5 out parce qu'en fait le souci c'est que quand tu as Josh Hart sur le terrain, bah Josh Hart il est complètement ignoré et le 5 out bah c'est plus un 5 out, c'est juste que le pivot adverse, il se met pas sur 4, il se met sur Josh Hart. Bon bref, vous connaissez la chanson. Là, en fait, c'est que oui, sur le 5 de départ, tu pars avec 2 bigs, avec 4, avec Mitchell Robinson, tu joues le jeu des possessions, et je les ai pas sous les yeux, mais allez jeter un coup d'œil aux stats de rebond offensif de Mitchell Robinson. Tu es sur un truc historique, il fait des matchs où il prend 10 rebonds offensifs en 15 minutes, enfin c'est hallucinant. Mais à partir du moment où il décide de sortir Mitchell Robinson, et ben là, il passe en 5 out ultime. Donc 4 au poste 5, des ailiers, que ce soit Anunoby, Michael Bridges ou Landry Shamet qui rentre dedans. Et sur les lignes extérieures, tu as McBride, tu as Clarkson et tu as Brunson. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où tu as un peu, entre guillemets, le bully ball
avec Josh Hart, avec Mitchell Robinson, qui jouent le jeu des possessions. Et quand tu choisis de sortir Robinson, notamment à cause de son physique, bah, tu as l'option complètement opposée qui se met en place. Et tu as plus ce juste milieu où bah, tu peux pas jouer, tu joues avec 4 postes 5 et donc tous les problèmes qui sont liés à cette position, mais en même temps, t'as pas le gain offensif de l'autre côté. C'est ce que Thibodeau mettait en place malheureusement. Et là, c'est un peu différent, quoi. Mitchell Robinson, il a 31% de rebonds Ouais, voilà. offensifs quand il est sur le terrain, donc un tir sur 3 ratés, il le prend. Ce qui est colossal, hein. Pour le coup, c'est un peu la particularité de Mitchell Robinson, c'est qu'il peut jouer des séquences courtes, mais les séquences, elles sont très intenses. Ouais. Ah, il a énormément de défauts, moi je trouve, notamment en attaque, qui commence à être vraiment problématique. Enfin, on va revenir dessus. Mais donc, effectivement, premier élément, bah, du coup, ça nous permet de partir sur l'attaque. Effectivement, cette question de l'utilisation du five out. Effectivement, moi je trouve que c'est le premier élément qui est notable au-delà de la façon dont il démarre les matchs, c'est effectivement qu'on a du vrai five out par moment. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans l'utilisation de ce five out, tu as deux versions. Tu as la version effectivement avec Brodson et Kat qui est vraiment sur une version hyper optimisée de l'attaque. D'ailleurs, globalement, l'attaque fonctionne très très bien hein, sur le début de Ouais, saison. C'est le 3e troisième offensive offensive rating. rating. Ouais. Donc l'attaque fonctionne très très bien. Tu as effectivement cette version optimisée. Tu as aussi une version que je trouve intéressante. Le problème, c'est qu'Yabouzélé est pas trop en rythme pour l'instant. Pour les minutes sans Brunson, où tu sais, il joue avec McBride, Anunoby, Bridges, voire parfois même Anunoby, Bridges, Josh Hart, mais ça c'est plus rare. Non, parce que Josh Hart, du coup, c'est plus du 5 out. Mais McBride, Anunoby, Bridges, Katz et Yabusele. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce 5-là, c'est qu'offensivement, ça marche très bien. Parce que du coup, tu peux vraiment à la fois jouer très écarté, mais aussi jouer big pour le coup. Et on l'a vu notamment contre le Heat, où ils l'ont pas mal sorti, ce qui permettait de jouer énormément de post-up avec Karl Anthony Towns et de générer énormément d'écart. Et donc, je trouve que tu vois, pour les Knicks, qu'il y avait aussi ce sujet de savoir comment gérer les minutes sans Brunson. Si jamais ils se rendent compte, tu vois, que leur défense, on reviendra sur leur défense, qu'il y a énormément de choses à dire, mais si jamais ils se rendent compte que leur défense n'est pas très fonctionnelle, ils ont cette possibilité-là offensive qui permet quand même de vachement faire tourner l'attaque et de continuer à être productif. Le seul problème de cette line-up, c'est que elle est quand même défensivement très légère parce que la raquette Towns, Yabusele, c'est très léger et ça impose d'avoir trois extérieurs qui sont assez forts. Mmh. Peut-être que du coup, juste pour parce que on s'était dit qu'on allait faire attaque-défense, mais juste pour que vous puissiez comprendre, ça me paraît essentiel. En fait, les Knicks ont un peu changé de philosophie défensive quand Kat est sur le terrain, où ils essayent beaucoup plus de gêner, on va dire, le premier rideau, c'est-à-dire de former un espèce de mur sur le driver pour que le driver ne puisse pas aller dans la raquette, où malheureusement Karl Anthony Towns est incroyablement faible en protection de cercle. Et je trouve que sur le début de saison, ses prestations défensives sont absolument affreuses, même sur le pick and roll. Et du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils construisent un mur avec 3 joueurs devant pour empêcher tout drive. Bon, le problème, c'est que ça génère énormément de tirs ouverts à 3 points, notamment à 45. D'ailleurs, je m'étais noté 2-3 stats là-dessus. Mais je sais pas si toi aussi, tu as remarqué là, cette utilisation. Moi, je trouve que c'est intéressant, là, tu vois, cette possibilité d'avoir ce duo Yabusele Towns sur certains moments pour jouer à la fois espacé et big quand même, quoi. Ouais, ouais, ouais et puis, moi, ce que je trouve très, très intéressant avec ces séquences sans Brunson, ce que tu étais en train d'évoquer, c'est la démultiplication des porteurs de balles et des créateurs secondaires, quoi. C'est que là, par exemple, dans la tête de Mike Brown, McBride, c'est le vrai backup, C'est vrai. meneur Mm. comment il s'appelle? De Brunson. Pareil, Anunoby et Bridges, notamment Bridges qui fait un excellent début de saison. En fait, il est complètement retrouvé parce qu'il a beaucoup plus de situations où il peut jouer soit ses post-up où il est très, très bon, soit même créer sur quelques séquences de pick and roll, quelques séquences enfin quelques, comment dire? Systèmes où il est mis en vitesse, où on lui donne le ballon alors il est en train d'accélérer et en fait, tu te retrouves avec des situations où tu as beaucoup moins ce côté ultra statique de l'attaque quand tu as pas Brunson, quoi. Déjà que quand il y a Brunson, c'est une attaque statique. Enfin, c'était une attaque statique, l'année passée parce que Brunson, il garde la balle 15 secondes et après il y a un truc qui se met en place. Heureusement, tu avais des joueurs de grande qualité individuelle qui faisaient que les situations, elles se terminaient plutôt bien.
Là, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des séquences où il y a, 4 drive and kick sur la même possession et tu te retrouves avec un tir, ultra ouvert et ça se voit notamment sur la séquence sans Brunson où, bah, tu le vois et là, va falloir, on va vraiment le voir, parce que, bah, Brunson au moment où on enregistre, est blessé, à une entorse de la cheville, donc il va être absent quelques temps et notamment contre le Heat où New York a gagné sans Brunson et sans Anunoby, parce que tu te retrouves avec des créateurs secondaires qui sont beaucoup plus en confiance que l'année passée, quoi. Il y a pas mal de, dans ces séquences-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques de début de possession, ce qu'on voyait pour le coup pas du tout avec Thibodeau, qui se traduisent souvent de 2 façons. Soit, en fait, on essaye de mettre vite en place le jeu, donc la balle est dans l'axe, on la fait arriver dans un corner et on la prolonge, on la fait arriver dans le 45 et on la prolonge dans un corner pour une attaque sur un drive ligne de fond où en fait, on s'est mis en place en attaque plus vite et donc on peut utiliser ça. Ce que Shamet, je trouve par exemple, fait très, très bien, Mmh. cette capacité à récupérer la balle dans le corner et tout de suite lancer son drive pour finir au cercle. Et le deuxième élément qu'on trouve beaucoup, c'est, tu sais, ils aiment bien sur les débuts de possession, permettre au joueur qui est à 45, à l'arrière qui est à 45, d'arriver lancé. Donc il lui file tout de suite la balle et en fait, il enclenche un drive, ce qui généralement a tendance à contracter la défense dès le début de la possession et derrière, ils font un kick, tu sais, à 3 points dans le corner et ça génère pour le coup pas mal de tirs ouverts, pas mal de tirs ouverts à 3 points, quoi. Et donc effectivement, c'est vrai que ces séquences de five out, elles permettent, d'avoir beaucoup plus de choses qui sont dynamiques, notamment avec les débuts de poste. Tu l'as dit aussi avec Bridges. Moi, je trouve que ce qu'on voit surtout avec Bridges, c'est un retour à l'utilisation de Bridges en fait au Nets, hein. C'est la même Oui, utilisation oui, qu'au oui, Nets. c'est ça. Beaucoup de main à main, où on lui demande de créer un peu en sortie de main à main. Il est notamment quand même, moi je trouve, assez intéressant pour aller chercher, tu sais tous les short mid Mmh. sur les mains à main quand il a un peu d'avance. C'est pas un joueur qui va réussir à beaucoup driver dans ces séquences-là. Par contre, il a quand même, tu vois, le dribble suffisant pour pas se retrouver bloqué sur un tir à 3 points. Il arrive à avancer un peu, il se retrouve dans des zones de short mid où il est quand même plutôt efficace et plutôt intéressant. Et donc, effectivement, on a cette utilisation du five out qui est assez intéressante, qui pose juste la question de comment tu défends dans ces séquences-là, quoi. Parce que avant, tu avais Josh Hart qui, quand même, compensait énormément de problématiques de Towns, et tu avais toujours, en fait, soit Josh Hart, soit Mitchell Robinson. Ouais. Alors là, j'ai expliqué un peu, hein, ils essayent là avec ce mur qui crée devant de limiter la casse, mais tu sens qu'on est plus dans une logique de comment je limite la casse en défense que sur comment je construis une défense optimale, quoi, Mmh. Ouais et pour le puis coup. en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que comme ton personnel, notamment intérieur, n'est pas le plus optimal pour défendre, tu es obligé de trouver des situations alternatives où, tu prends un peu le moindre mal, quoi. C'est à la place de faire la meilleure défense, tu essayes de faire la moins pire. Et notamment, il y a 2 choses qui sont pas mal mis en place. C'est, déjà des prises à 2. Il y a énormément de prises à 2 sur, notamment les créateurs intérieurs adverses. Quand les créateurs, on les sert au poste bas, il y a beaucoup plus de prises à 2 et moins de défense individuelle qu'il y avait, avec Thibodeau et il y a un peu plus, voire beaucoup plus de zones, que l'année passée, enfin que même les années Thibodeau et bah, par exemple, il y a un élément, enfin un tweet qui est passé, sur le Twitter américain qui parle de ça et qui dit que la défense des Knicks a joué 33 possessions défensives, en zone, contre le Heat il y a quelques jours là. Alors, à titre de comparaison, sur toute la séquence, Thibodeau, donc depuis 2020-2021, il y avait eu 14, possessions en zone. Donc sur un match, ils ont fait 2 fois plus de zones que sur les 4 ou 5 ans de Thibodeau. Donc c'est pour dire qu'en fait, Mike Brown, il sait qu'il a pas son personnel, intérieur défensif, privilégié. Il avait déjà l'habitude, on va être honnête, avec les Kings, parce que quant à Sabonis, c'est pas bien mieux que Kat, c'est le même range de niveau. Bah, tu es obligé de bricoler, tu es obligé d'avoir une attaque élite et une défense moyenne et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, mais oui, c'est sûr que tu as pas Brook Lopez, quoi. Alors du coup, ce qu'on peut faire peut-être, comme tu as lancé ce sujet de la défense, c'est peut-être se faire un focus, justement sur la défense et faire un Ouais. un gros point dessus. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, il y a 2 options. Ils ont 2 options défensives. En fait, il y a l'option défensive quand Robinson est sur le terrain et l'option défensive quand Robinson n'est pas sur le terrain.
Quand Robinson n'est pas sur le terrain, ils sont donc dans une situation plutôt de five out. Je l'ai expliqué, l'idée c'est de construire un mur face au gros driver pour empêcher d'aller jusqu'au cercle. La logique c'est de se dire je n'ai pas de protecteur de cercle, donc le meilleur moyen c'est de faire diminuer de manière assez drastique la fréquence au cercle. Et d'ailleurs c'est la troisième équipe qui concède le moins de tirs au cercle de la ligue. Pour le coup, donc c'est plutôt fonctionnel. Ils arrivent à concéder très peu de tirs au cercle et je pense que c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire le plus. Et en fait, sur ces séquences-là, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'appuient beaucoup sur la longueur de Bridges et Anunoby pour réduire l'espace. Et tu as raison, il y a beaucoup de prises à deux. Il y a notamment beaucoup de quasi prises à deux quand la balle est dans le 45, Ouais. où tu vois Josh Hart ou Anunoby ou Bridges tout de suite réduire l'espace énormément pour complètement empêcher le drive. On voit que c'est une défense dans ces moments-là qui est là pour complètement supprimer le drive. Et sur ces séquences-là, le seul problème, c'est que c'est souvent une façon de défendre qui va ouvrir beaucoup de tirs à 3 points. Alors certes, on va se dire, c'est des tirs à 3 points qui sont à 45, on accepte de les prendre. Le seul problème, c'est que je trouve que ça offre beaucoup de tirs à 3 points avec beaucoup de rythme, en fait. Tu sais, t'as peu de situations stationnaires où en fait la défense hésite et kick à 3 points et finalement, en fait, le shooter, il est en train d'attendre depuis un moment et donc il est un peu hors rythme. Je trouve qu'il y a beaucoup de tirs qui sont en rythme et d'ailleurs, je m'étais noté que c'est la quatrième équipe qui concède le plus de tirs à 3 points de la ligue et l'adversaire a la quatrième efficacité de la ligue sur ces 3 points. Donc, les Knicks sont dans une situation où ils concèdent beaucoup de tirs à 3 points et où en plus les équipes adverses sont très efficaces là-dessus. On verra dans le temps, là on a 12 matchs, on peut commencer un peu à en tirer des choses, c'est un peu tôt, il faut attendre une vingtaine de matchs. Mais en fait, ils sont tellement mobilisés dans les aides non porteurs que ça crée énormément d'espace à l'adversaire où en plus il a beaucoup de rythme. Et il y a la deuxième façon de défendre, c'est la façon quand Mitchell Robinson est sur le terrain. Et là, pour le coup, on sent que Towns, il est vraiment utilisé comme un poste 4, presque comme un ailier. Et moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais que sur ces séquences-là, c'est une brave galère, hein. On l'a vu contre le Heat, par exemple, où il devait défendre Andrew Wiggins. Le Heat a insisté dessus, a mis des sorties d'écran, a lancé Wiggins sur des drives. Franchement, c'est absolument catastrophique. Ça marche absolument pas. Parce qu'en fait, il est beaucoup trop, il est déjà pas très mobile, il est lourd, il a beaucoup de mal à suivre sur les écrans, beaucoup de mal à suivre sur les drives. Euh, et en plus, moi, je trouve que là-dedans, alors peut-être qu'il faut qu'il se repère, mais je trouve que Robinson, il est un peu moins mobile qu'avant sur la protection de cercle, il vient un peu moins vite en second rideau, et du coup, il s'ouvre énormément sur ces drives-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux défenses, et notamment de la deuxième? Mmh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est là où en fait tu te rends compte que le problème de Cat, on en a beaucoup parlé l'année passée en disant que, c'était un très mauvais défenseur de pique, et que, oui, quand tu as Brunson Cat, bah, tu te fais doublement cibler et cetera. Mais le problème de la défense de 4, c'est que c'est pas que sur les pics où il est, pas bon, quoi. C'est peu importe la situation, il est un peu problématique et on revient au fait que, bah, tu es obligé de sortir un peu des systèmes défensifs gadgets, essayer de faire des gambles sur des prises à 2 ou essayer de être suragressif sur, des lignes de passe, sur des trucs pour tenter. Parce que tu sais que si le vis-à-vis de 4 récupère le ballon et qu'il le joue soit en 1 contre 1 ou soit qu'il l'inclut dans des pics, dans des trucs comme ça, dans des navigations d'écran et cetera, bah, ça fera panier quasiment à tous les coups, quoi. Donc c'est vrai que c'est un gros point négatif, la défense de Cat, mais pour enfin, pas répéter ce qu'on a déjà dit précédemment, mais au moins, quand tu as un five out ou un jeu avec, Mitchell Robinson, j'ai l'impression qu'offensivement, même si, Cat est encore un peu perdu, bah, tu as quand même sur le papier, théoriquement, des meilleures situations pour l'exploiter que c'était le cas avec, Thibodeau et la présence de Josh Hart qui annulait son spacing, quoi. Donc on en revient à la même situation, c'est un peu un moindre mal. Tu essayes de faire comme tu peux défensivement et tu exploses tout offensivement, quoi. Et je trouve d'ailleurs que les séquences où Josh Hart est sur le terrain, pour le coup, il est quand même utilisé un peu différemment de l'année dernière. Il est plus utilisé comme un espèce de playmaker défensif. Mmh. Tu sens qu'en fait, cette défense, elle est aussi en train de se roder un peu, quoi. Oui, oui, oui. Anunoby, il est peut-être un peu moins tout le temps sur l'homme, il est un peu plus en playmaker défensif de temps en temps. C'est le cas de Josh Hart aussi. Il y a quand même un changement profond, en fait, sur cette défense-là. Et pour l'instant, elle n'est pas très fonctionnelle, hein. C'est la 17e meilleure défense de la ligue ou la 13e pire, enfin comme vous avez envie de le voir. Mais effectivement, il y aura sans doute besoin d'un petit temps Ouais. d'adaptation.
Et ce Et qui, puis ouais, juste pour finir avec la défense et ça rentre dans le global, je pense que c'est important de préciser qu'il y a beaucoup de joueurs d'Enix qui étaient hors de forme au début de saison. Josh Hart, il a raté le début de la saison parce qu'il était blessé. Mitchell Robinson, il a raté le début de la saison parce qu'il était blessé. Kat, il jouait sur une jambe, il l'a dit lui-même, le premier match de la saison, il sentait pas l'une de ses jambes, mais comme c'était au Garden, tout, il voulait jouer. Et du coup, bon, je suis pas sûr qu'il soit au max de sa forme. Là, t'as Anunoby qui s'est blessé, t'as Bronson qui s'est blessé. Bon, t'es pas à plaindre parce que tu t'en sors, offensivement ça tourne, mais je pense que ça aide pas forcément à mettre. Enfin, on voit que Mike Brown change drastiquement l'idée offensive et défensive de l'équipe par rapport à Thibodeau. Si en plus la moitié de tes joueurs sont pas en forme, ça aide pas à faire rentrer les préceptes et les principes surtout défensifs, quoi. et il y a Bouzélé, Oui, oui, il y a ah, Bouzélé, notre cher Gershon, qu'on aime énormément, a quand même légèrement abusé des kebabs cet été, ce qui fait ouais, rentrer. Je pense c'est ça va ça, mieux c'est un d'ailleurs, je peu trouve. dur. Je trouve Ouais, que ça ouais, va ouais, parce un après peu mieux. il joue quasiment plus. Il joue pas beaucoup, Il ouais. est genre à 6-7 minutes par match. Mais bon, de toute façon, tu connais les saisons NBA, il y aura un moment où il y aura besoin de Ouais, lui. c'est vrai. Et si tu es là, enfin, si tu arrives à performer, tu seras utilisé. Mais je pense qu'il est aussi un peu pénalisé par la forme d'attaque, qui est utilisée par les Knicks, ce qui va nous permettre du coup de faire la transition vers, le fond de cette attaque. Parce qu'on a dit effectivement, 1er élément important sur l'attaque, c'est la mobilisation du five out qui est plus importante, qu'avant. Mais par contre, en attaque, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, tout a changé, quoi. Le jour L'attaque et n'a la nuit. absolument plus rien à voir avec l'attaque d'avant. Et notamment, on est passé d'une attaque qui était une attaque de pick and roll, voire un peu de mouvement, sans ballon, vers de la cut, à une attaque de drive. C'est devenu une équipe de drive and kick à fond. Pour vous donner un élément, là-dessus, ils sont passés de 55 drives par match à 68 drives par match. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, c'était la 16e équipe qui faisait le plus de drives l'année dernière. C'est devenu la 6e. Donc on a, vraiment une montée très, très importante du drive et en fait, quand vous regardez les différentes stats pour essayer de regarder ça, effectivement, regarder le nombre de drives, c'est intéressant, mais là où on voit surtout que c'est une équipe de drive and kick, c'est que c'est désormais la première équipe en panier marqué en catch and shoot, pour le coup et ce qui est la conséquence de ces drives et en plus avec un écart, hyper important parce que bon, une fois de plus, on est prudent avec ces stats-là, mais c'est une fois de plus pour se donner un ordre d'idée. Il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le septième. Donc c'est vraiment une équipe qui drive énormément et qui génère, beaucoup, beaucoup de catch and shoot. L'année dernière, c'était la 23e équipe en points marqués sur catch and shoot. Ils sont passés de 28 points par match à près de 40 et donc on a un jeu qui a, énormément bougé autour de ça et où on a énormément de drive. Alors moi, j'ai plein de choses à dire sur ce drive, mais peut-être je peux te laisser la main pour éviter de faire un énorme monologue. Qu'est-ce que tu as remarqué toi sur cette attaque de drive? Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, l'attaque est beaucoup plus, j'aime pas trop ce terme, mais vous allez comprendre l'idée, beaucoup plus analytique que l'année passée. C'est que ça marche ou que ça marche pas, tu essayes d'obtenir les shoots les plus rentables, donc c'est-à-dire le shoot au cercle et le shoot à 3 points, notamment dans les corners. J'ai une stat, là-dessus, il faut juste que je la retrouve. Là, les Knicks, actuellement, ils prennent 14 tirs par match à 3 points dans les corners. Pour vous donner, ils sont premiers de NBA et de loin. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, les Mavs étaient premiers de la ligue avec 11 tirs dans les corners par match. Là, ils sont à 14. Ouais, Il est, 30 les, de plus. les deuxièmes, c'est les Spurs, ils sont genre à 12,5. Et les troisièmes, c'est je sais plus qui, ils sont à 10. Ils ont OK. 4 tirs de plus dans les corners à 3 points par match que la troisième meilleure équipe de la ligue sur le même sujet. Et en fait, tous les éléments statistiques, ils vont dans ce sens-là. Là, alors là, c'est des stats c'est un graphique qu'un mec d'Enix avait fait et c'est après les 10 premiers matchs. Donc, ça prend pas en compte la défaite contre Orlando et la victoire contre le Heat. Mais ils sont passés de 11,3 tentatives dans le mid-range à 8. Donc, tu perds 3 mid-range par match. Comme tu l'as dit, le catch and shoot, ça a explosé. En termes purs de 3 points, pas de catch and shoot, pas de corner, etc. Ils sont passés de 34 à 44, plus 10 3 points tentés par match. Et ils ont perdu 1,8% de fréquence d'isolation. Donc en fait, tout a changé, quoi. Même le point par end-off, ils ont doublé par match.
tu passes de 4,5 à 9,4 points par points de end-off par match. Donc en fait, comme tu l'as dit, c'est une restructuration globale sur tous les éléments de l'attaque pour en faire une attaque ultra dynamique et ultra analytique. Alors, notamment, tu as raison, là, tu as pris ce point sur les end-off. Moi, je trouve que c'est l'élément. Il y a deux éléments qui permettent de générer beaucoup de drive dans cette attaque. Le premier, on l'a dit, c'est démarrer les possessions tôt pour permettre aux joueurs d'arriver lancés et de prendre l'avantage en début de possession sur du drive, ce qui permet de générer du kick derrière, en tout cas de la passe à l'extérieur derrière. Deuxième élément, c'est les end-off. Il y a énormément d'end-off qui sont utilisés et le joueur qui est beaucoup utilisé sur ces end-off, c'est Michael Bridges. Pour le coup, qu'on retrouve avec pas mal de créations là-dedans. Il a d'ailleurs notamment des statistiques, sans prendre trop de temps dessus, mais les statistiques sont assez impressionnantes en fait à la passe compte tenu de son profil. Vu qu'il est à 1,18 passes par ballon joué, 20% d'assists qui chez lui est énorme en fait. Donc on a beaucoup cette utilisation du end-off pour arriver lancé. Moi je trouve qu'il y a un deuxième élément qui est essentiel dans ce qui a changé dans le jeu des Knicks, c'est l'utilisation de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, l'année dernière, il était énormément utilisé comme un espèce de hub offensif autour duquel on enclenchait du mouvement et on essayait beaucoup de mettre à profit son passing à l'arrêt. Et là, Kart, il est beaucoup plus utilisé sur du drive. On lui demande c'est d'ailleurs là qu'on voit quand même le large éventail qu'a Karl Anthony Towns, qui est à la fois capable d'être utilisé comme un joueur assez statique, qui va lire le jeu et sentir la passe, ou aussi comme un joueur plus dynamique, qui est plus en drive. C'est notamment quelque chose qu'on voyait beaucoup à Minnesota, où il était très intéressant là-dedans, dans cette capacité à alterner entre les deux possibilités. Et c'est vrai que tu avais avec Tom Thibodeau, quand tu as fait venir Karl Anthony Towns, vraiment l'idée de changer ta géométrie du terrain quand il est sur le terrain. Je trouve que c'est quand même vachement moins le cas là pour le coup en fait avec Mike Brown et ça se traduit d'ailleurs dans un élément, hein, c'était la 8e équipe qui faisait le plus de cuts l'année dernière et qui marquait le plus de paniers sur des cuts l'année dernière. Ils sont passés 30e, donc vraiment une équipe fondamentalement basée sur le drive and kick pour le coup. Et je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, compte tenu des limites de Cat défensives, quand tu commences à l'utiliser en attaque comme un indie shooter, un peu driver, moi je suis quand même un peu en question sur est-ce que tu as vraiment envie d'avoir dans ton roster un joueur à 50 millions qui défend pas, qui te génère de l'attaque, qui te génère du tir. Alors là, pour le coup, sur le tir, il est incroyable. Enfin, c'est Karl Anthony Towns, il est incroyable, hein. On est élite sur le tir, mais c'est du tir statique. Sur le drive, il est intéressant, mais est-ce qu'il est meilleur que Julius Randle sur le drive? Moi, je suis même pas sûr, tu vois. Moi, ce que je trouvais intéressant l'année dernière, c'était vraiment l'idée de l'utiliser comme un hub offensif parce que j'aime beaucoup son passing. Et là, je me questionne un peu plus, tu vois, sur cette utilisation-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, non, je suis d'accord, surtout que, en fait, en fait, c'est pour ça, Karl Anthony Towns, c'est un gros joueur à compromis, donc on l'a dit défensif, mais même offensif, parce que en fait, il est élite, ultra, ultra, ultra élite dans un truc, c'est comme tu l'as dit, le shooting. Le Ouais. shoot, quand il pop de tête de raquette en face du panier, bon, c'est dedans tout le temps, quoi. Mm. Par contre, tu l'as évoqué, que ce soit le drive ou même l'aspect de hub, il a un bon passing, mais dans les 2 cas, il perd beaucoup de ballons, en fait. C'est un énorme, C'est vrai. un énorme joueur, enfin, il perd beaucoup de ballons, c'est un très gros croqueur de ce point-là et en fait, il y a aucune vraie situation où tu peux maximiser son jeu, à part l'utiliser vraiment bah, juste en shooter à 3 points qui attend en tête de raquette, quoi et c'est ça, je suis d'accord avec toi, la problématique, c'est que c'est très bien quand il y a tout autour, il y a énormément de mouvements, il y a du drive and kick et cetera. Mais Kat, bah, c'est pas Yanis, quoi. Mm. C'est pas le joueur, parfait pour ça. Après, tu vois bien que Mike Brown, il est arrivé avec un effectif, il essaye de mettre ses principes en jeu et peut-être que si on part sur un cycle de 2, 3, 4 ans, peut-être que l'été prochain, Kat, il est plus là parce que ça fonctionne pas et que c'est juste le début de son cycle. Mais oui, je pense qu'il y a Et parce moyen. que t'as clairement envie de récupérer Yannis Antetokounmpo Ah et qu'à un bah, moment donné, il va bien falloir envoyer quelque ah chose. moi, oui, oui, bah moi si on me propose un 4 contre Yanis, agrémenté de quelques petits trucs, je vais moi-même à New York l'amener à Milwaukee, hein, je te dis, il a beau faire 2,15 m, je le ferai bouger, hein, il y a pas de souci, hein. Moi aussi, Mais je suis gaillard. mais ouais, ouais, non, mais c'est ça le souci, c'est que en fait, moi j'ai l'impression,
il y a pas beaucoup de coachs qui savent comment bien utiliser Kat. Tu sais l'utiliser en attaque en le mettant, enfin, tu sais l'utiliser, comment dire? Physiquement et théoriquement en le mettant juste en dehors derrière l'arc de cercle, derrière l'arc à 3 points et du coup, bah, ça donne de l'espace. Mais quand il a le ballon entre les mains, il y a pas grand monde qui sait le maximiser parce qu'il a beaucoup de points négatifs, quoi. Et c'est dur à savoir ce qu'il faut faire. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Mike Brown, il se rapproche un peu plus de l'utilisation qu'avait David Finch de lui avec Rudy Gobert, Oui. en tout cas. Parce qu'on le retrouve sur du poste 4. Mais tu vois, c'est vrai que c'était une question qu'on s'était posée d'ailleurs à l'époque à Minnesota. Il y a pas de doute sur le fait que Karl Anthony Towns soit un bon joueur et un joueur qui t'apporte en dépit de sa défense, qui est absolument calamiteuse, à bien des Et c'est séquences, là qu'on se rend notamment compte que putain Rudy Gobert, il ouais. défend bien, hein. Ouais, c'est vrai que tu te rends compte qu'il défend très, très bien. Non, mais sur le pick and roll, il y a des séquences où il est tellement lent, il sait tellement pas quoi faire sur toutes les séquences, tu sais, de pick and roll avec un troisième joueur qui est impliqué, il est tout le temps perdu. Enfin, franchement, Ouais, ouais, c'est un non, je peu suis flippant d'accord. par moment. Alors qu'on sait qu'il est capable d'être plutôt un bon défenseur, sur l'homme, sur des bigs, hein. On l'avait vu à l'époque avec Jokic. Alors après, à quel volume? Ça, c'est encore, une autre question, mais bon, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que je suis autant, tu vois, je me disais: «Bon, OK, tu as un joueur comme ça qui change complètement ta forme d'attaque et qui te permet une vraie viabilité. Bah, pourquoi pas, accepter le compromis défensif?» Dans une séquence où tu l'utilises, comme un joueur un peu de bout de chaîne. Alors après, il l'utilise aussi pas mal sur du post-up quand Brunson Oui. n'est pas là. De toute façon, toutes les séquences où Brunson n'est pas là, le jeu, il tourne autour de lui pour le coup. Mais je sais pas, tu vois, je me questionne un peu, quoi, pour le coup. Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est un peu le lot de beaucoup de joueurs NBA, mais il mince, je sais pas comment le dire, mais en fait, il subit le fait qu'il coûte 50 millions la saison, quoi. Oui, oui, oui. C'est qu'en Mmh. fait, il a un profil, heu, théorique et pratique d'un mec qui doit coûter 2 fois moins. Parce que, bah, comme tu as dit, il défend pas, c'est pas non plus un créateur ultime, c'est un très bon shooter, c'est un très bon pivot shooter, quoi. Mais bon, enfin, tu payes pas, Pero Antic, 50 millions la saison, quoi. Donc C'est Mark Cannon avec du post-up, quoi. ouais, Grossit le trait parce qu'il y a du oui. passing qui est quand même vraiment cool et ça a un vrai apport, mais là, il est pas trop utilisé. Ouais. Dans ces conditions-là, il est pas trop utilisé, donc tu te Et en demandes un fait, peu, je ouais. trouve que c'est hyper dur que, comme je l'ai dit précédemment, de l'incorporer dans une attaque, que ce soit une attaque assez statique comme celle de Thibodeau, où là, il s'est retrouvé plutôt bien, parce que, bah, en fait, Bronson avait le ballon dans les mains, 90 du temps et lui, c'était un peu un spot-up shooter comme tous les autres. Mais dès qu'il faut mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de décalage et cetera, bah, tu te rends compte que c'est fébrilité sur le dribble et sur le passing, parce qu'en fait, le passing, il a les instincts, mais la réalisation n'est pas toujours, top, quoi. Tu vois bien qu'il y a des moments, il voit la passe qu'il faut faire, il la fait pas très bien et du coup, tu as une perte de balle, bête et ça, c'est assez régulier, quoi et malheureusement, maintenant à son âge, c'est pas ça s'améliorera pas beaucoup, quoi. Ouais, les 2 trucs qu'il a qui sont vraiment élites, c'est vraiment le tir à 3 points et là, on a vu que Mike Brown, il a encore un peu plus le feu vert pour tirer à 3 points et on le voit plus souvent à 3 points, où là-dessus, il est vraiment incroyable et le post-up sur des Ouais. small balls, où là, sur le post-up sur des small balls, il est injouable, quoi. Pour le coup, là-dessus, il est vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais donc effectivement, on se retrouve avec une équipe qui est beaucoup plus une équipe de drive and kick, ce qui, étonnamment, peut correspondre à ce qu'on attend de la NBA, mais n'est pas dans le profil de leurs 2 joueurs stars. On l'a dit avec Karl Anthony Towns, mais aussi dans le cas de Jalen Brunson. Jalen Brunson, c'est quand même un joueur qui a explosé dans la ligue et a explosé dans les différentes formes de jeu sur du jeu finalement assez lent. Et c'est un peu le maître du pick and roll sur du jeu lent, où là, pour le coup, il est vraiment, vraiment incroyable. Euh, Moi, c'est un point que je voulais qu'on aborde, c'était l'utilisation de Jalen Brunson, pour le coup, où je trouve qu'il y a plein de choses à dire aussi sur l'utilisation de Jalen Brunson. Je sais pas si tu veux commencer ou si je commence, mais moi je trouve Comme que le tu veux. premier élément qui est notable, c'est là où avec Thibodeau, il y avait beaucoup d'initiation de jeu lente. De toute façon, c'est un des éléments centraux, on l'a dit, hein, dans le five out, beaucoup de jeux lancés. Globalement, il essaye beaucoup de mettre de dynamisme dans le début des possessions ou de forcer des switches dans les débuts des possessions. Et du coup, on sent que Brunson, il est moins sous pression dans les débuts des possessions et il lâche très vite la balle en fait à Mitchell Robinson, notamment, qui est un peu utilisé en up, ou à Karl Anthony Towns s'il est sur le terrain.
Et on le voit beaucoup faire, en fait, tu vois, des feintes de end-off, et puis derrière, il lance une cut pour créer un premier mouvement. Ou alors, la balle à Mitchell Robinson, et en fait, un espèce de double premier écran qui se met pour voir si on arrive à générer un switch pour Brunson, qu'il ait tout de suite un avantage. Ou alors, derrière, il part dans le corner et il va faire l'écran pour Michael Bridges pour aller générer du main à main. On sent qu'en tout cas, on essaye globalement de voir s'il n'y a pas moyen d'aller tester un peu de gravité sans ballon avec Jalen Brunson. Je pense que l'idée, c'est pas tant de commencer à en faire un Steph Curry qui va sortir des écrans pour tirer à 3 points, mais plutôt de tester un peu pour voir si, quand il va faire des écrans off-ball, la défense se concentre à 2 sur lui ou respecte le deuxième joueur. Moi, j'ai pas mal de séquences en tête où Brunson vient faire l'écran pour Michael Bridges, et en fait, Michael Bridges, il récupère un main à main où il a pas mal d'avance parce que la défense, elle s'est quand même posé la question 2 Mmh. secondes de qui reste sur Brunson, en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc un peu nouveau qu'on a avec Jalen Brunson. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord. En fait, c'est de la, logique par rapport à ce qu'on a dit, précédemment. Mais si, McBride, Bridges et cetera, ont plus de enfin, font plus ont plus d'initiatives offensives, bah, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui perdent, leur un peu de leur part du gâteau, et l'un de ceux qui en perd, c'est Jalen Brunson. Pour vous donner un ordre d'idée, il est passé l'année passée, l'année dernière, pardon, il avait 70 de paniers non assistés. Cette année, il est à 64. Donc, il y a une baisse, importante pour un joueur surtout de ce calibre-là, et il est passé sans prendre en compte si c'est des 2 points ou des 3 points, il est passé de 10 de ses tirs qui sont des catch and shoot à 16. Donc en fait, tu vois que, Qui va avec, sans ce qui va voilà, avec sans la diminution, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, sans devenir, comme tu l'as dit, Steph Curry, il y a une baisse de l'utilisation à outrance, en porteur de balle primaire de Jalen Brunson. Ça veut pas dire qu'il prend moins de shoots, ça veut pas dire qu'il a moins d'usage et cetera. C'est juste qu'il est utilisé différemment, dans un jeu beaucoup plus rythmé, où lui-même, il reçoit des passes avec un temps d'avance, ce qu'avant il n'avait pas du tout. Et du coup, tu le retrouves, alors ça se voit que lui aussi, au début, il a eu un peu de mal à se mettre dedans. C'est normal, c'est un tout nouveau truc avec plein de nouveaux joueurs, un nouveau système et cetera. Mais que petit à petit, lui, contrairement à Kat, il a il y a aucun doute sur le fait qu'il trouve sa place dedans, quoi. Sachant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que, hem, je trouve cette question-là, cette question oui, mettre un peu plus off-ball, donner plus d'espace de liberté, on l'a entendu pour beaucoup de joueurs. Trae Young, Luka et cetera et cetera. Brunson, lui, c'est déjà un pic lointain de draft. On sait qu'il a galéré, pour faire sa place aux Mavs. Il a commencé aux Mavs en étant à côté de peut-être le plus gros porteur de balle de la ligue. Alors certes, ça fait 4-5 ans qu'il est devenu quasiment héliocentrique à New York, mais c'est pas un truc qu'il connaît pas non plus, quoi. C'est un système qu'il Ouais. connaît. Là où, par exemple, Trae Young, depuis qu'il a 15 ans, il a la balle, 90 du temps dans les mains. Lui, c'est un énorme changement. Brunson, il a un peu plus, naturellement cet état d'esprit, et c'est pour ça que moi j'y crois, beaucoup à un peu cette, j'ai pas envie de dire cette métamorphose non plus, mais ce changement qui peut, beaucoup plus impliquer les autres joueurs, et lui le mettre dans des situations encore plus favorables, pour qu'il soit, performant, efficace, quoi. Deuxième élément qui est important, du coup, tu as dit beaucoup de choses, hein, sur son attaque, Ouais. c'est, il y a moins de mid-range quand même. On utilise moins sur le mid-range. Il lui demande quand même plus de driver, tu vois? Moins ces séquences où il patiente un peu au mi-distance pour prendre son tir, et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il est plus mobilisé sur son playmaking. Il doit aussi d'ailleurs plus utiliser son playmaking sur de la relance, de première intention. Moi, je le vois essayer de faire des passes qu'on voyait pas avant, tu sais, des lob passes un peu au-dessus de la défense, vers Anunoby qui est parti en contre-attaque, tu vois? Ce genre de choses qui sont assez intéressantes. Toutefois, moi, je suis un peu moins enthousiaste que toi là-dessus, OK. parce que, je trouve ça très cool de l'utiliser comme ça, et de toute façon, globalement, l'attaque est plus esthétique, et je trouve qu'il faut toujours être prudent sur les attaques qui sont esthétiques parce que se pose vite la question de leur efficacité réelle. Est-ce que vraiment tu as envie que Jalen Brunson ait moins la balle entre les mains pour faire du pick and roll, alors que je sais pas si tu es sur le meilleur joueur de la ligue sur pick and roll, peut-être pas, mais enfin, tu vois, tu es dans le top, 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 top tiers. C'est-à-dire qu'on peut reprocher à Thibodeau une dimension un peu héliocentrique, mais j'ai l'impression que le problème qu'il y avait avec cette attaque,
Déjà, il y en avait pas tant que ça, l'attaque elle tournait quand même globalement, mais c'était surtout les minutes sans Brunson. Mais quand Brunson était là, notamment dans les gros matchs que vous avez peu gagnés l'année dernière, donc bon, en même temps ça peut le questionner, mais tu étais quand même content en fait, d'avoir cette situation qui pouvait parfois te paraître un peu instable parce qu'il y a énormément de mi-distance et tu là, tu te dis: «Bon, est-ce que vraiment tu as envie de jouer comme ça?» Mais bon, dans les faits, ça fait 2 ans que ça marchait bien, quoi, Mmh. et on en a moins de ces séquences-là. Est-ce que toi, t'en es content? Ou est-ce qu'à l'inverse, ou est-ce que, un peu comme je me le dis moi, tu te dis, «Mais est-ce que vraiment j'ai envie de ça?» Bah, moi, alors j'attends forcément de voir soit des gros chocs de saison régulière, soit Ouais. les playoffs. Mais moi, je pars du principe que Heu, quelque chose que tu as d'acquis, tu l'as. S'il faut le ressortir à un moment sur une mi-temps de play-off, s'il faut refaire du pick and roll, les mecs ils savent tous faire du pick and roll et tu mets le ballon dans les mains de Bronson et il saura le faire. Le fait de là, profiter de la saison régulière et Mike Brown, il le dit beaucoup en conférence de presse, le fait de profiter de cette saison régulière pour, travailler clairement, expérimenter, bah, je trouve que c'est hyper intéressant. Mike Brown, il l'a dit clairement, il a dit: «Oui, dans l'idée, enfin, il a pas dit aussi, vulgairement que moi, mais il a pas dit, «Dans l'idée, je m'en fous de gagner ou de perdre. Si on gagne, mais qu'on fait un match dégueu, c'est chiant, quoi. On n'a Sachant pas qu'il avancé, a quoi». toujours été comme ça en plus. Il a toujours Bah, été, ça, j'avoue, je comme sais ça, pas, mais c'est là, je ouais. l'ai appris, enfin, avec, Ce que son je veux arrivée dire, aux c'est Knicks. qu'il a toujours été dans l'idée de la construction d'un fond de jeu, Ouais. fort. Ça a toujours été son et mantra un peu. et Mmh. du coup, moi, je trouve ça intéressant, en fait, d'ajouter une quantité de cordes à ton arc, quitte à ce qu'à un moment en play-off, comme je l'ai dit, tu te retrouves face à, je sais pas, à Détroit, ils verrouillent partout, tu arrives pas à jouer et tu retournes sur du hero ball de Brunson, il saura toujours le faire. Mais au moins lui permettre de développer d'autres aspects du jeu. Bah, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Tu vois que tes 3e meilleure attaque, bon, bah, tu pas besoin de forcément tirer sur la corde de Brunson, sachant que on l'a dit en début de podcast, c'était pas celui qui était le plus utilisé, mais bon, quand même, pour un porteur de balle, c'était du 34-35 minutes par match avec, 35 d'usage. On va dire qu'il a été pas mal sollicité ces derniers mois. Lui laisser un peu plus de situations où il a pas le ballon, réduire son temps de jeu et cetera. Je pense que ça va dans le bon sens et tu pas à l'abri qu'il te fasse une série à 45 points parce qu'il a tous les ballons. Ça, il y a pas de souci. Après, on verra sur ces grosses rencontres, est-ce que il, il continue sur ce chemin-là de Brunson, en mode, Luka Doncic à Brunson, qui touche pas un ballon par match, quoi. C'est un peu c'est une petite réduction, une petite modification de son style de jeu. On n'est pas non plus, il y a pas eu un changement drastique du cas Brunson non plus, quoi. C'est vrai que la modification, elle se fait de façon finalement, assez douce. Ouais, Il y a peut-être touche, juste un élément où elle est un peu plus, importante, moi je trouve, c'est quand même sur l'utilisation de son playmaking. Où, on lui demande quand même plus de créer pour les autres et je suis pas sûr que ça soit une de ses grandes forces pour le coup. Et tu sais, il y a un autre élément, moi je trouve dans c'est toujours un débat je trouve, intéressant, tu vois? De savoir comment tu veux construire ton attaque parce que le problème souvent quand tu essaies de construire de la gravité autour de ton meilleur joueur, la principale conséquence, c'est qu'il a pas la balle en main et donc souvent, c'est que tu mets la balle dans les mains d'un joueur qui est quand même moins fort et en fait, ouais, comme les Knicks veulent, pour jouer leur jeu de drive and kick, libérer la raquette et qui veulent en même temps beaucoup jouer avec Mitchell Robinson, bah, celui dont tu fais ton hub offensif, alors c'est pas hub offensif, mais qui est au cœur du début des actions, c'est souvent Mitchell Robinson à 3 points. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait sur Walker Kessler, mais c'est un peu ces mêmes types de principes-là. C'est-à-dire, quand tu as un non-shooter, le meilleur moyen de l'enlever de la raquette, bah, c'est qu'il ait le ballon en main parce que, par exemple, typiquement, un end-off, tu pas envie d'être loin parce que déjà que celui qui va récupérer la balle a de l'avance. Si en plus le pivot est loin, enfin ça commence à créer vraiment beaucoup de problématiques. On a d'ailleurs vu, pas mal de séquences qui fonctionnaient bien contre les Bucks avec, Brunson qui récupérait la balle sur un end-off et Giannis qui jouait très bas et en fait Brunson, bah, il bombardait à mi-distance parce que, le problème c'est qu'il était tout le temps trop loin et donc en fait ça t'oblige à monter sur Mitchell Robinson à 3 points parce que sinon le danger, il est dans celui qui récupère la balle en main ou Michael Bridges et qui se rapproche du cercle et le seul truc c'est que est-ce que tu as envie que Mitchell Robinson, il ait autant la balle en main, tu vois, même sur ses 15 minutes? Alors c'est sûr qu'avec 4 c'est un peu plus fonctionnel, mais bon, il y a le problème de la défense. Si tu as 4 et Bronson ensemble et que t'as pas, et que tu es en 5 out, donc tu as 4 Bronson ensemble et t'as pas Mitchell Robinson, t'as pas Josh Hart, ça commence à faire beaucoup. Après, on est clairement sur une équipe qui essaye de maximiser son attaque, en tout cas pour l'instant, et qui peut-être, derrière, sera un peu plus sur la maximisation de défense.
Dernier point peut-être qu'on peut aborder, c'est, la question de la profondeur de l'effectif. Tu l'as dit sur l'utilisation, tu nous disais aussi beaucoup l'année dernière que c'était un peu une année de transition parce que tu avais fait tes différents trades et tu étais obligé un peu d'attendre 1 an pour retrouver de la flexibilité et récupérer un banc. Tu as là sur le banc, on va dire 2 joueurs qui sont très mobiles, non plus, parce que tu as Josh Hart, McBride, Shamet et Clarkson. Mais c'est Shamet Ouais. et Clarkson qu'on voit vraiment, enfin, Shamet était dans l'effectif l'année dernière ou pas? J'ai un petit Ouais. doute. Ouais, mais Ouais, en mais il joue gros, beaucoup moins par contre. ouais, en fait, l'année dernière, il devait beaucoup jouer, mais en pré-saison, je sais plus quoi, il était en toué et il s'est un peu gravement blessé ou blessé longuement. D'accord. Du coup, il est reparti avec l'équipe G-League et il est revenu milieu, fin de saison. Mais bon, tu connais Thibodeau, c'est pas en janvier qu'il va incorporer Ouais, ouais, un ouais. joueur en plus. Et du coup, il était un peu un joueur gadget, une fois de temps en temps, il va rentrer. Mais là, il a un rôle beaucoup plus important, quoi. Et donc tu as Shamet et Clarkson qui sont venus franchement densifier la rotation Ouais. et tu as, Hugh Porty qui monte un peu en minutes, mais ça reste quand même assez Ouais, non, léger le et parce point, que ouais. Porty a notamment un énorme problème de faute qui fait Mmh. qu'il peut pas rester longtemps sur le terrain. Et il y a Bouzélé qui est pas trop mobilisé. Toi, tu penses quoi globalement là de ces nouveaux ajouts sur la profondeur d'effectif? Bah, les 2 ajouts, que ce soit Clarkson ou Shamet, parce que bon, McBride, et puis enfin, il y a je vais reprendre les cas un par un, mais Josh Hart, on a beaucoup parlé et puis maintenant on connaît le profil, on sait ce qu'il y a. Il joue un petit peu de moins que l'année passée. Bon, en même temps, l'année passée, il était quasiment à 37 minutes par match, donc bon, c'est pas compliqué de jouer moins. Mais, c'est ce qui est intéressant, c'est le trio, McBride, Clarkson, et Shamet. McBride, comme je l'ai dit, en fait, numériquement, c'est lui qui remplace un peu Brunson. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que, voilà, il y a au début de l'année, il y a Tyler Kolek qui a fait quelques minutes, de très bonnes minutes. Je sais pas trop pourquoi il est un peu ressorti de la rotation, sûrement des soucis défensifs, mais moi j'aimais bien. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment lui qui récupère une partie de la création quand Brunson n'est pas là. Et donc McBride, en fait, moi, c'est ça que j'avais envie de voir, c'est l'étape supérieure. On sait que c'est un excellent défenseur. On sait que normalement, maintenant, ça fait suffisamment longtemps qu'il est dans la ligue et qu'il shoot très bien, donc on sait qu'il est très fiable à 3 points. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut se créer pour lui-même? Est-ce qu'il peut créer pour les autres? Et je trouve ça intéressant de le tester là-dessus. Shamet, je vais être honnête, Ouais. je savais que c'était un bon shoot. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai Non, 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 tu peux continuer, tu peux continuer. non, et Shamet et Clarkson, en fait, ça appuie complètement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que avec des profils comme ça, tu maximises ton attaque. Parce que, bah, Shamet, c'est un shooter, élite, 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 qui plus que, être un shooter, qui attend, ouais, j'ai pas d'idée en tête, mais, plus qu'être un Trevor Ariza ou un, PJ Tucker, c'est un Il mec peut qui amène drive, ouais. énormément de mouvements, qui drive, Ouais, qui prend des écrans, qui prend des systèmes pour lui, pour qu'il soit retrouvé en catch and shoot de qualité et qu'il les met. Et Clarkson, bon, ça reste un peu un joueur, un soliste, qui se crée, qui a beaucoup de création pour lui-même, un peu inefficace. Mais dans ces systèmes de five out, en fait, il est, comme un poisson dans l'eau. Il peut faire sa création. Tu peux pas trop aider, pour faire des prises à 2 sur lui ou juste, aider ou faire des stunts. Parce que, bah, quand tu es en five out, si tu as McBride dans le corner, c'est dedans. Et du coup, ces situations de 1 contre 1, il les gère plutôt bien. Les 2 me surprennent. Faut juste aimer le poker quoi avec Clarkson parce Oui, que tu sais oui, bah, jamais c'est ça, de toute qui tu façon, vas tomber, mais ouais. quitte à avoir du poker, autant que tu mettes toutes les chances de Du ton player côté méta. pour Mmh. gagner, quoi. Mmh. Et Mmh. mmh, les 2, je trouve, se débrouillent pas trop mal défensivement. Alors que moi, j'avais très peur des 2, mais c'est pas non plus de l'élite défensive. Donc tu te retrouves toujours avec ce gamble où tu mets tout sur l'attaque et la défense, c'est un peu, bon, on met les mains en l'air et enfin, on jette la pièce en l'air et on verra comment ça retombe. Mais en tout cas, je suis plus, enfin, je m'attendais à moins bien, quoi, pour résumer. Mais d'ailleurs, tu vois, je trouve que, ça peut d'ailleurs, permettre d'aller sur un dernier bout et de conclure, mais je trouve que tu peux, de manière assez légitime, te demander si le roster est terminé. Dans le Dans sens ce où tu as sens-là, ouais. beaucoup de joueurs ouais, tu vois, tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont pas vraiment faits pour ce jeu-là. On en a parlé autour des 2 stars, mais bon, Brunson, tu vas pas non plus aller le trade parce que ça a pas de sens. Mais Karl Anthony Towns, tu peux quand même un peu te poser la question de, est-ce qu'il est vraiment fait pour ce jeu-là? Tu vois, par exemple, on parlait avec Matt et je lui posais la question, je lui disais: «C'était les Knicks,
Si on te propose un trade Malik Monk et Sabonis contre Karl Anthony Towns, est-ce que tu dis oui? Bah, tu vois, moi, je crois que je dis oui, quoi. Parce qu'en fait, dans leur jeu, c'est peut-être, alors, c'est sûr que si tu veux jouer Sabonis sera obligé de jouer en 5 et Mitchell Robinson, ça peut impacter un peu ton spacing, mais finalement, pour peut-être ce que tu veux faire, Sabonis peut être plus intéressant. Tu peux te poser la question si Josh Hart, en fait, il est vraiment fait pour ce Ouais, jeu-là. La question, c'est pas est-ce qu'il est bon, c'est plutôt est-ce qu'il est fait pour ce jeu-là, tu vois? Bon, c'est à lui que je forcément, il y a pensais, moi. Yabusele aussi, tu peux demander. Ouais, tu penses à Josh Hart, ouais. Bah, ouais, en fait, 4, je pense c'est assez évident que si par miracle tu te retrouves avec une offre, bonne offre, malheureusement vu son contrat, vu les problématiques qu'il t'apporte, il peut assez facilement sauter. On a parlé beaucoup pendant l'été et cetera de Yanis. Tu vois, il y a aucune Alors, chance évidemment, sur que Yanis, il y a 4 aucune fasse. hésitation, ouais. Non, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que s'il y a un autre gros joueur qui est mis sur le marché, par rapport à la flexibilité et tout, je pense que Kat, il peut facilement sauter. Moi, la question, ouais, c'est Josh Hart. Josh Hart, je pense que, malheureusement, c'est celui qui pâtit le plus, du système offensif de de Mike Brown parce que, bah, comme on l'a dit, c'est pas un shooter respecté. On l'a encore vu, je crois, bah, que c'était contre le Heat, où vraiment le Heat, il l'abandonnait à 3 points pour se concentrer sur d'autres points d'attaque et ce qui est normal et c'est pas les premiers à le faire et ce sera pas les derniers. En même temps, il y a toujours cet apport, de jeu des possessions où il est vraiment intéressant parce que pour un arrière ailier, il a une qualité de rebond, une qualité de playmaking défensif, une qualité de rebond, offensif très, très importante. Mais c'est un excellent connecteur, ça c'est important, ouais, de dire. Mais quand il pense, tu vois, est-ce que, quand tu vois l'attaque qu'a Mike Brown, est-ce que tu aurais pas fallu mettre, Josh Hart, aux Wolves et garder DiVincenzo, quoi? Ouais, je suis un peu, c'est vrai que quand tu regardes tout Quand ça tu y après repenses, ouais, il a un gros rôle de playmaking défensif, non, non, ça mais je suis d'accord, mais si tu passes, en mode, tout pour l'attaque, ce qui est le cas actuellement, je l'aime beaucoup Josh Hart, mais c'est pas mmh, Josh Hart qui va compenser, ce que Kat et Yabusele te font sur le terrain. Bah, tu dis si tu es en tout pour l'attaque, est-ce que ne pas parce que DiVincenzo pour moi c'est au moins un connecteur de aussi bonne qualité que Josh Hart, avec, le shoot en plus, quoi. ouais, je suis un peu, Et ouais, je ouais. du coup, la question se pose pour Josh Hart de sa place dans l'effectif. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à des trades ou quoi que ce soit et je pense que c'est un joueur qui a quand même une très grosse valeur dans certains Carrément. effectifs. Il peut vraiment faire du bien, donc tu le lâches pas pour n'importe quoi, quoi. Tu le brades pas, parce que ça reste un joueur important. Mais s'il y a une belle offre sur le terrain, enfin sur le marché et si, je dis n'importe quoi, il y a une superstar qui se libère et le petit plus à la DiVincenzo, bah, c'est Josh Hart. Je pense que malheureusement, il sera sacrifié, quoi. Disons qu'il était très bien adapté au bully ball un peu Ah bah, oui, oui, oui. De de Thibodeau. Thibodeau, quoi. Peut-être Ouais, juste pour terminer, je te propose un petit jeu, autour de ouais. Karl Anthony Towns, puisqu'on dit, Karl Anthony Towns, peut-être que, il est pas tout à fait adapté pour ce jeu-là. La question que je vais te poser, puis que je vous pose aussi, vous qui écoutez, c'est de vous dire, dans le cadre des Knicks, tu préfères, avoir tel ou tel joueur pour OK. voir à peu près Ouais. à quel niveau on se met Karl Anthony Towns, aujourd'hui dans cet effectif-là. Tu préfères avoir Karl Anthony Towns ou AD dans cet Je effectif? savais je savais que c'était le premier. Ouais. Er Bah, en fait, c'est tout j'avoue que, bon, en rigolant, après un match des Knicks, j'avais dit, «Moi, je prends un AD tous les jours», mais en réfléchissant, je sais pas trop parce qu'en fait, c'est là où on rentre dans le débat du: «Est-ce que tu préfères équilibrer ton attaque et ta défense ou est-ce que tu préfères améliorer Ouais. quantitativement enfin, est-ce que tu préfères, pardon, garder ton attaque excellente, quitte à avoir des compromis défensifs?» Parce que mettre AD, ça sous-entend, complètement, sacrifier ton five out. Il n'existe plus, quoi. Bah, totalement, ouais, ouais, ouais et puis, Du on coup, pour l'esthétisme offensif, on va dire 4. Allez. OK, Mmh. allez 4. Karl Anthony Towns ou Pascal Siakam? Mmh. Tu l'avais Bah, pas j'aime celui-là bien dans ton bingo. ouais, celui-là, je l'attendais pas, allez. Moi, je vais dire, j'aime bien Siakam. Moi, je dirais Siakam. J'aime bien Siakam. Ouais, je pense que je prends Siakam aussi. Karl Anthony Towns ou Bam Adebayo dans ce jeu-là? Bah, moi, je dirais, Bam Adebayo Bam qui met comme un Adebayo, hein. cochon à 3 points, en ce Ouais, moment, je dirais Bam Adebayo, pas parce qu'il prend mais comme un cochon, mais parce que il y a déjà cette polyvalence défensive, comme AD
il est beaucoup plus fiable physiquement. Déjà, c'est un point, plus qu'important et il y a de la création offensive qui, moi, Ouais, il y a commence du à pas drive mal un me peu. plaire, quoi. Ouais, je pense que le leap sur le drive, il est moins important qu'avec AD, donc c'est Tu vois, dans intéressant, ouais. dans dans l'idée, ça arrive enfin, je pense pas que ça arrivera, mais si Jaren Jackson est disponible, tu vois, c'est pareil, Ça quoi. ça peut aller, ouais. Ah, Alors, sympa, hein. je continue. Karl Anthony Towns ou Sabonis? Moi, je garde 4 quand même. Kat ou Randle? Waouh, ce serait co C'est que je moi, peux dans ce jeu-là, je pense que je prends Randle, hein. ah ouais, je sais pas, j'avoue, bon, Il est non, je tellement garde des plus 4 fort quand que même. Kat sur il est tellement plus fort que Kat sur le drive Ouais, je vois ce que tu veux que dire. je me Ouais, demande mais quand même. pour moi, en fait, l'avantage enfin, le five out, c'est tellement un outil, surtout avec Brunson à la main, qui se nourrit de Ouais. ça, c'est trop important, quoi. Ouais, puis c'est un monstre de tir, hein, Kat, hein, Ouais, oui, vraiment. oui, oui. Karl Anthony Towns ou Zion? Mmh. Je vais dire 4 quand même, parce que Zion, faut peut-être qu'il joue pour commencer. On va peut-être commencer par le début. Et puis alors que Zion avec Mitchell Robinson, c'est quand même, un gros tu beaucoup de Un compromis, quoi. concept. Kat ou Markkanen? Bon, 4 quand même. Ah, je pense que Markkanen dans ce jeu, bah, avec beaucoup de moments, il pourrait être pas mal, mais Kat aussi. Et le dernier, Kat ou Jalen Johnson? Mmh. Je dirais 4 quand même. En fait, pour moi, c'est l'outil du five out est trop important. En fait, pour moi, faut que si tu le trades, faut que ce que tu gagnes de l'autre côté, donc c'est-à-dire faut que tu gagnes soit vraiment énormément défensivement, c'est-à-dire Bam Adebayo quoi, ou peut-être AD, mais bon, la question se pose avec la défense, etc. Enfin, avec le fait de juste jouer au basket, ou sinon que tu gagnes un mec qui shoot au moins aussi bien quoi. Donc effectivement, ce qu'on se dit, c'est que, Siakam et Bam Adebayo, on les garde devant, mais que pour le reste, c'est un peu plus léger. En tout cas, on va être curieux de voir, l'avancée de la saison des Knicks. On est curieux aussi de savoir en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. On se fera un plaisir, d'y répondre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces Knicks là sur la deuxième partie de saison? Mais en tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!